Salut la tribu, ici Manon et Damien pour Spread the World. Nous sommes partis pour une aventure à travers l'Europe à bord de notre caravane Pégase qui nous donne des ailes. L'objectif ? Voyager de projet alternatif en projet alternatif afin d'apprendre un max de choses sur l'accès à l'autonomie. Nous souhaitons revenir à un mode de vie simple, cohérent et libre. Pour cela, nous allons donc rencontrer du monde et voir du pays, mais aussi apprendre à bâtir, à cultiver et bien entendu, à prendre le temps. Juste avant les fêtes, nous avons été accueillis pendant une semaine par Justine, qui a fait un énorme travail pour retaper une vieille grange de famille et la transformer en maison chaleureuse. Elle avait besoin d'aide pour différentes tâches, et notamment pour appliquer les couches de crépi préparatoires au revêtement au mortier de chaux sur ses murs. Ce n'était pas un écolieu dans le sens de la vie en collectif, mais Justine poursuit une démarche qui est cohérente avec la nature et les êtres qui la peuplent, et nous nous sommes retrouvés sur pas mal de grands principes. Avec elle, nous avons découvert la théorie de l'effondrement, et nous avons également discuté de permaculture et de communication non violente. Donc tout de suite, on va entendre notre entretien avec Justine à la fin de ces 7 jours. La dernière journée de ce séjour d'une semaine chez toi, Justine. Donc on se trouve dans le Béarn à une trentaine de minutes de Pau. On t'a aidé sur quelques-uns de tes projets. Je trouvais que ce qui était intéressant, c'était ton mode d'envisager l'avenir tous ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta philosophie, comment tu vois les choses ? Bon, déjà, j'ai une formation de travailleur social qui influence pas mal la façon de voir les choses. Je suis très préoccupée par ce que nous sommes en train de vivre au niveau de l'humanité, de la planète. Je pense que nous sommes en train de passer à autre chose. On ne revivra pas ce qu'on a connu jusqu'à présent, et puis c'est peut-être tant mieux, mais le mot effondrement effraie beaucoup de personnes, mais je pense qu'à certains niveaux ça a déjà démarré, et que je pense qu'effectivement il y a des effondrements qui sont en cours, et il y en a d'autres qui nous attendent. Il suffit quand même d'écouter les rapports du GIEC, de s'intéresser un petit peu à la question pour voir qu'on est engagé dans un processus quelque peu inquiétant, quelque peu... Oui, préoccupant pour le moins. Moi, c'est très simple, c'est que j'ai la possibilité de vivre dans un espace privilégié, que ce soit en termes d'environnement. C'est la campagne, c'est une campagne qui est quand même bien protégée. L'environnement, ce sont des gens que je connais, avec qui je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses de possibles. Je suis assez sensible à à certains outils du genre la communication non violente, la permaculture. Je pense que de développer de faire connaître, de partager autour de ces outils, ça peut permettre de vivre les choses mieux. Si on se réfère à tout ce qu'on entend, on pourrait être dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Si on accepte de sortir du déni et de regarder en face ce qui se passe, il y a vraiment de quoi se démoraliser. Mais en passant à l'action, en se disant que chacun, même si ça se joue à d'autres niveaux, bien entendu, et si chacun se mobilise sur son mode de relation aux autres, sur son mode de relation à la nature, à l'humain, je pense qu'il y a de grands changements possibles. Tu peux nous parler un petit peu des 3 grands principes de la permaculture ? Oui, les 3 grands principes, c'est prendre soin de la nature, prendre soin de l'humain, produire en abondance et partager équitablement. Je pense que ça reprend les grands thèmes de l'actualité. Le partage, c'est quelque chose de compliqué et qui va peut-être un peu à l'encontre de tous les conditionnements qu'on a vécus jusqu'à présent. Et c'est pour ça notamment que je trouve que la communication non violente peut aider à modifier un peu le type de rapport et la façon de communiquer entre nous, le rapport à l'humain tout simplement. Ça fonctionne comment, la communication non violente ? Ça part d'un présupposé qui est relativement optimiste sur ce qu'est l'être humain, ce qu'est l'homme, l'être humain, dire l'homme avec un grand H. Ça part du principe que nous avons tous des points communs, ce sont des besoins vitaux, des besoins partagés par toute la planète, ces besoins-là fondamentaux. C'est dans la mesure où ces besoins ne sont pas comblés, nous
réagissons de façon négative. Et en fait, la communication non violente oblige à se responsabiliser par rapport à ces besoins-là. Pour subvenir à ces besoins, on a à se responsabiliser, à prendre conscience déjà de quels sont-ils. Et les relations humaines confrontent chaque personne, surtout quand c'est difficile, quand c'est compliqué, quand il y a éventuellement de la violence qui apparaît ou de l'agressivité. La proposition qu'a fait Rosenberg, le père de la communication non violente, on peut mieux repérer ce que l'on vit, mieux se parler, mieux repérer ses besoins et mieux les prendre en charge. Alors bon, ce serait un peu long d'expliquer le processus. Je crois qu'il faut éventuellement aller lire le livre Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. C'est même expliqué à des enfants sous un mode un peu imagé. On a le langage chacal ou le langage girafe. C'est une méthode qui est utilisée dans des écoles, dans des prisons, ça fait ses preuves. Et un certain nombre de personnes qui ont entendu parler de la communication non violente réagissent en disant c'est très scolaire, c'est très caricatural. Bien sûr, comme tout ce qui doit s'apprendre, au début c'est un peu difficile, ça paraît un peu artificiel. À partir du moment où on a accepté le principe de se responsabiliser dans le mode de communication, c'est un état d'esprit. Et quand on a cet état d'esprit-là, il n'y a pas besoin de maîtriser parfaitement la méthode pour arriver à avoir des relations entre humains qui sont plus constructives et plus apaisées, plus riches, plus intéressantes. Tu l'appliques dans ton quotidien, cette communication non violente ? Pas à la lettre, c'est bien compliqué. Et puis mais l'état d'esprit m'intéresse. J'ai fait les premières formations, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des personnes qui l'appliquent plus ou moins. Et c'est vrai que c'est un outil. Mais comme beaucoup de choses, il n'y a pas besoin de le maîtriser parfaitement pour en tirer des bénéfices et puis pour l'apprécier. On parle un petit peu de ton jardin ? Mon jardin, oui. C'est mon terrain de jeu. Terrain de jeu, ça c'est... Terrain de jeu parce que... Qu'est-ce que tu as voulu y faire en fait ? Qu'est-ce que j'ai voulu y faire ? J'ai voulu déjà... c'est déjà un endroit que je connaissais, c'est un endroit où j'ai des racines, je le disais tout à l'heure, c'est quand même un milieu protégé. J'avais envie de m'y sentir bien, que ce soit un lieu de ressourcement, que ce soit un lieu de contact avec la nature, que ce soit un lieu de découverte de la nature. Et puis un lieu d'expression déjà pour moi, un lieu de création. Et puis j'avais envie que ce soit aussi un lieu où il fasse bon se rencontrer, accueillir des amis, la famille, les voisins, permettre à des gens de se rencontrer dans un contexte sympa. Concrètement, tu as organisé comment pour que ce soit un espace où les gens puissent se rencontrer ? J'ai notamment, j'ai fait pas mal de formations dans ma vie et je me disais si à un moment donné c'est possible de faire de la formation, pas professionnelle, dans le cadre de... Je suis plus maintenant pour du troc que pour du professionnel. Mais je voulais pouvoir éventuellement regrouper des personnes pour faire des rencontres, des réunions, et puis permettre aussi qu'il y ait des espaces où chacun peut se poser, s'isoler si nécessaire, se retrouver à 2-3 dans un endroit sympa, ou bien à beaucoup plus dans un autre endroit, que ce soit des espaces qui soient divers et qui permettent à la fois d'observer la nature, d'apprécier, d'être en paix, éventuellement de méditer, ou bien de partager, de chanter, de jouer de la guitare ou autre chose. Donc une multitude d'espaces où si on a envie d'être ensemble, c'est possible et où on peut aussi s'isoler quand on en ressent le besoin. Voilà, y être bien, qu'il y ait qu'une personne qui soit dans l'espace ou qu'il y en ait 20. Pas beaucoup plus quand même. Mais c'est arrivé qu'il y ait un certain nombre de tentes. Bon, après, c'est pas ouvert à tout public, c'est vraiment les gens qui se connaissent, c'est du bouche à oreille et on va dire par cooptation. Ouais. Tu parlais du troc aussi tout à l'heure dans les échanges. Tu le pratiques un petit peu sur des échanges de bons procédés ? Du troc, je mets le mot de façon... je pense que ce qu'on a vécu là avec vous, c'est un peu du troc. On n'est pas complètement dans le woofing. Là, chacun apporte... on s'adapte un petit peu aux attentes déjà des uns et des autres.
des besoins des uns et des autres, voir si ça peut être complémentaire. Et puis c'est au cas par cas, et c'est s'il y a du feeling entre les personnes, et si on ressent qu'il y a du respect mutuel. Et oui, ça repose beaucoup sur un sentiment de respect mutuel. Et voilà, le désir d'une rencontre. Ce qui m'intéressait aussi, c'est dans le vivre ensemble, la construction de l'après, c'est ton engagement aussi dans le milieu associatif qui permet d'avoir un réseau assez large et aussi de mobiliser les personnes autour d'un projet malgré leurs différences qui sont parfois ce qui saute aux yeux de prime abord. Et quelle est ton approche? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Bon, tu as dit malgré leurs différences, j'ai envie de dire grâce à leurs différences. Parce que je trouve que les différences, c'est de la richesse. Après, il faut savoir ensemble le faire avec, et puis il faut savoir apprécier les différences. Et c'est pour ça qu'il faut du respect pour arriver à faire ensemble. C'est du plus, la différence. Si on est tous des clones, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. C'est plus intéressant, effectivement. Bon, après bien sûr qu'il faut un minimum de partage de valeurs, un minimum de partage sur l'essentiel. Donc oui, le milieu associatif, j'ai toujours été engagée dans le milieu associatif, et là c'est un peu différent maintenant, parce que c'est plus dans le contexte où je vis. J'ai fait un petit passage chez les Colibris, que je trouvais intéressant. Bon, mais c'est parce qu'il y a eu notamment un forum d'organiser où j'ai rencontré d'autres personnes. Ça a permis au moins des contacts avec des personnes qui vivaient de façon qui me paraissait intéressante. J'ai rencontré donc les personnes qui étaient prêtes à créer un groupe de collapso, donc il s'est appelé les collapsopotes. Ce sont les potes et ces collapsos parce que c'était à Pau, qui s'est un peu élargi. Et puis au niveau du village, effectivement, je suis persuadée que face à ce qui se passe actuellement, une des réponses, c'est d'être attentif, de se préoccuper de ce qui peut être construit par chaque individu, mais aussi localement. Donc, oui, essayer d'être dans un minimum d'autonomie à plein de niveaux, d'apprendre à vivre ensemble localement, de réfléchir ensemble, entretenir la machine à penser. Ça me paraît que c'est quelque chose de vraiment important. Réapprendre à être dans de la solidarité. Et donc, c'est vrai que la dimension du village est quelque chose d'intéressant, parce que c'est ni trop grand, ni trop petit. Trop petit, on va chercher à se protéger, à se renfermer. Alors qu'au niveau d'un village, bien sûr, il ne faut pas aller trop vite, mais il y a un tas de possibilités d'apprentissage et déjà de partager de l'information. C'est pour ça cette association à laquelle tu fais allusion, je pense, une association qui a démarré sur une opportunité. C'était l'opportunité de faire venir un climatologue du GIEC, rencontré via le réseau des amis, qui voulait bien venir faire une conférence au sein du village. Donc dans un petit village, avoir la possibilité d'accéder à de l'information de haut niveau, scientifique. C'était un petit peu exceptionnel, d'autant plus que c'est une personne vraiment de qualité, puis qui nous fait... je lui ai demandé combien il nous ferait payer. Il a répondu, je suis déjà payé, je suis fonctionnaire, donc je ne vais pas vous faire payer 2 fois. Bon, ce qui en dit long sur le personnage. Voilà, et c'est vrai que ça a été une opportunité qui a mobilisé un certain nombre de personnes dans le village, et très vite, en mettant de l'information dans les boîtes aux lettres, en proposant d'organiser ensemble cette conférence, on s'est retrouvés une trentaine, et on a créé une association. Ce qui était intéressant, c'est que à partir de là, de gens qui se mobilisent sur de l'information par rapport à l'évolution climatique et à toutes ses conséquences, ça peut aussi, ça nous amène à partager des idées, à partager éventuellement certaines vidéos, à partager, à vous rencontrer. La dernière réunion, les personnes ont pu vous rencontrer, c'était dire un petit peu ce que c'était que le woofing, ou ce qui s'en rapproche. Bon, c'est de l'ouverture, parce que si on peut créer au niveau d'un village certaines choses, si on peut être imaginatif, créatif, et puis s'appuyer sur des expériences d'autres villages ou d'autres villes qui ont fait des choses très intéressantes, c'est aussi très important de rester ouvert et de penser
comment organiser les liens avec l'extérieur, en fonction de ce qui se passe et de ce qui va se passer, rester ouvert. Est-ce que tu dirais que l'association est un prétexte à créer du lien, l'associatif ? Pour moi, toute association, c'est un lieu de rencontre, de partage, et de création et de mobilisation autour d'un thème commun. Mais oui, et puis cette association, j'espère qu'elle pourra être le support à de belles actions, à de beaux partages, à de la communication de qualité, à des propositions, des initiatives qui peuvent être en lien avec ce qui se fait ailleurs aussi, dans la même éthique. Moi, j'espère que ça marchera. Mmh. J'ai une dernière petite question. Cette dernière question concerne les cadeaux de Noël que tu as envisagés qui sont un peu originaux. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ils consistent ? Un cadeau de Noël qui ne coûte pas cher et qui est original, c'était le kit de survie alimentaire. Bon, la culture de 3 plantes qui sont complémentaires et dans la culture et après dans leur consommation. Donc le maïs qui sert de tuteur, le haricot qui grimpe et qui donne, je crois bien, de l'azote au sol, et la courge qui donne de l'ombre et permet de garder de l'humidité au sol pendant que le maïs et le haricot poussent. Voilà, donc ces trois plantes, c'est un peu un symbole. C'est vrai qu'au début, quand j'en parlais, on me disait « Oh là là, ça marche jamais ». Moi, j'ai essayé, puis j'avais acheté des maïs, pour pas les nommer, à Cocopelli à l'époque. C'était des maïs arc-en-ciel qui sont absolument magnifiques. Et donc déjà, l'épi est très joli, les grains sont très beaux et de toutes les couleurs. Et donc offrir des grains de maïs, des haricots qui sont compatibles et puis des graines de courge, c'est un petit cadeau clin d'œil par rapport aussi à tout ce qui se passe actuellement. C'est une chouette idée, bien originale. Merci. Merci à vous. Voilà, je suis ravie qu'un couple de jeunes soit venu, qu'on ait eu la possibilité de se rencontrer, parce qu'effectivement, vous avez participé à des travaux qui allaient un peu lentement, pour lesquels je n'étais pas vraiment pressée, mais vous avez multiplié même par bien plus que doublé le rendement. Vous m'avez aidé à couper la haie, à broyer des branches, à ramasser du bois qui aurait pu traîner pendant quelques semaines, à poncer, à peindre, voilà. Donc c'est vraiment... On a fait pas mal de trucs. Un gros coup de pouce, et puis de rencontrer des jeunes qui sont comme vous, motivés, curieux, qui vont à la rencontre des autres, etc. C'est un moment partagé très agréable et très optimiste. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, je dirais que toi aussi, tu es venu à notre rencontre, puisqu'on s'est rencontrés via l'associatif aussi, quelque part. C'était donc en dehors du woofing, et ça s'est fait par cette association qui ont transféré un message envoyé, et puis toi qui as répondu à notre appel de manière positive. Donc, oui, quand on parle des collapsopodes, les gens sourient ou disent oui, c'est ce qui prédit la fin du monde, mais en fait, comme si c'était des catastrophistes. Je ne pense pas, je pense que c'est des gens qui regardent les choses, qui écoutent au moins les informations scientifiques, le GIEC, et qui sont décidés à agir à leur niveau comme ils peuvent, mais ce sont des gens qui aiment partager dans la convivialité, essayer d'anticiper, éventuellement voir ce que sera l'avenir et comment agir ensemble. Mais ce ne sont absolument pas des gens sombres et pessimistes. Et qui ont peur. Ce pas des gens qui agissent par la peur. Plutôt optimiste. Optimiste, ça dépend. C'est difficile de dire optimiste quand on voit la biodiversité qui disparaît, quand on voit le climat qui se déglingue. Dans le sens de la confiance en la capacité humaine à réagir de manière résiliente et à être ensemble. C'est le mot résilience qui est le plus proche de ce que ça peut représenter. Ouais. Parce qu'effectivement, on pense que un grand nombre d'événements risquent de se passer. C'est la fin de certains mondes, c'est pas la fin du monde comme disent certains, c'est la fin d'un monde. Et la résilience, c'est peut-être réfléchir à comment atténuer certaines chutes et comment rebondir sur envisager l'après. Sur un autre monde
Et puis il y a peut-être du meilleur à gagner. Peut-être plus de cohérence, on ne sait jamais. Merci tout de bon nous avoir accueillis et de nous avoir, Et conviés, partagé conviés aussi tout ça. au Nouvel An, Ouais. avec les Ouais. collapsopotes, qui va être un Nouvel An sur le thème de la résilience, justement, la maîtrise de sa consommation, avec plein de bonnes résolutions à prendre. Donc on a hâte. Bonne suite à vous. Merci à toi. Voilà, c'était Justine qui nous avait accueillis pendant une petite semaine. On avait pas mal parlé, on a parlé de plusieurs sujets, et en particulier la théorie de l'effondrement. Alors qu'est-ce que la théorie de l'effondrement a proprement dit ? C'est l'idée d'une possibilité que le système en place s'effondre suite au cumul de plusieurs crises. Ça pourrait être une crise énergétique avec la fin des énergies fossiles. Ça pourrait être une crise économique avec la fin du capitalisme. Ça pourrait être une crise climatologique, évidemment, écologique ou même pandémique, qui mènerait à la fin d'un système et qui pousserait les humains à la fin de l'individualisme, au respect de la nature, de ses limites, de ses ressources, à plus d'humanisme, à la sobriété et au vivre ensemble. La théorie de l'effondrement est une théorie pluridisciplinaire par son approche. Ça inclut la climatologie, l'écologie, l'anthropologie. C'est plusieurs mondes scientifiques qui se penchent dessus, et notamment dans les universités et celle de Cambridge. Et ils se penchent dessus pour trouver des solutions, soit à son empêchement, soit à l'atténuation de ses effets, voilà. Et pour la petite histoire, le mot de collapsologie, ça vient de l'anglais collapse qui veut dire effondrer. Oui, il y a des gens qui sont déjà en train de changer leur mode de vie à cause de ça. Ce que moi, personnellement, je trouve dommage, étant donné que c'est quelque chose qui fait un petit peu peur vu que c'est la fin d'un système, que ça pourrait devenir quelque chose de compliqué à vivre, je trouve ça dommage que les gens attendent, encore une fois, qu'on tire trop sur la corde et qu'elle casse pour changer leur mode de vie. Personnellement, moi je trouve ça incohérent la façon dont on vit de nos jours, avec la croissance, le capitalisme, produire, consommer tout le temps. J'achète donc je suis, je poste donc je suis, je regarde telle série donc je suis. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas mal incohérentes. Et on a pu faire un rapport aussi avec la permaculture, étant donné que la permaculture, sans être étroitement liée à la collapsologie, a les mêmes principes et les mêmes valeurs. Et donc la permaculture, en ce sens-là, peut se présenter comme une des solutions à cet effondrement, puisque elle part dans le principe opposé de notre société moderne. C'est-à-dire que, comme tu le disais, on pense croissance et consommation, hors limite. On pense à repousser les limites en permanence, les limites qui nous sont imposées par la nature, en les contournant via de grandes prouesses technologiques qui vont à l'encontre en fait des cycles naturels. La permaculture, elle prend en compte ces limites qui sont imposées par la nature pour pouvoir en tirer le meilleur pour nous et pour les autres incluant l'environnement, la faune, la flore, etc. C'est vivre plus en accord avec la nature plutôt que contre la nature. Et arrêter de vivre dans l'illusion de croire que tout est illimité en fait. Alors avec Justine, on a également parlé de la communication non violente. On va apporter quelques petites précisions sur ces principes avec 4 grandes clés et puis on va essayer de vous expliquer comment nous on essaye de le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours dans la caravane. À savoir que Pégase nous offre un espace plutôt réduit, qu'on est H24 ensemble et que évidemment c'est pas toujours évident. Donc on s'était dit que c'était un moyen qui pouvait s'avérer pratique pour pouvoir surpasser nos tensions. Ouais, voilà, pour passer à autre chose et ouvrir à plus de dialogue. Alors pour revenir sur ces 4 clés, ça se résume par OSBD. Donc O pour observer sans juger ni généraliser. C'est-à-dire que quand il y a une situation conflictuelle, on va commencer par faire une description factuelle de ce qui vient de se passer, ce qui nous a embêtés. Ensuite, S comme sentiment pour exprimer son ressenti, ses émotions. Donc une fois qu'on a fait la description factuelle de la chose qui nous a énervés, on va exprimer comment nous on s'est senti suite à ça. B comme besoin
Donc on va identifier quel besoin n'a pas été satisfait. Ça peut être un besoin de reconnaissance, un besoin de calme, un besoin de partage ou de défoulement. Et on termine par D comme demande, donc c'est à nous de proposer nous-mêmes une solution. Si c'est moi qui me sens contrariée par une situation, je vais pas accuser l'autre en commençant par lui dire de toute façon c'est toujours comme ça, donc en généralisant, en jugeant, toi tu es comme si alors que moi je. On commence par décrire de manière factuelle, ensuite on parle de ses ressentiments, de ses besoins et c'est nous qui apportons une solution. Donc c'est vraiment quelque chose qui part de soi pour éviter à tout prix de se trouver dans la position où on accuse l'autre d'avoir tous les torts finalement. La grosse différence là, c'est que, par rapport à une engueulade classique, on va dire, la solution, elle est jamais proposée par celui qui accuse. Là, comme tu viens de le dire, il n'y a pas d'accusation, il y a juste une explication des faits. Qu'est-ce que ça t'a fait? Et en fait, qu'un couple s'engueule, c'est normal, apparemment, c'est sain. C'est pour mieux repartir, pour mieux relancer la machine. Et nous, ce qu'on a essayé de mettre en place avec la CNV, c'est que quand on sent qu'on va s'engueuler, on se dit attends, on va essayer de le faire en mode communication non violente. Et là, ça désamorce déjà. Donc ça nous fait déjà même un peu sourire parce qu'on se dit, c'est quelque chose d'approche qui est un peu très scolaire. C'est vrai que c'est pas vraiment évident, hein. Franchement, moi je sais pas toi, mais je trouve ça pas évident dans le naturel du truc. Bah Parce qu'on a... justement, c'est le fait qu'on essaye simplement et que ça prend la forme un petit peu d'un jeu. Du coup, comme on se dit, on se met en mode communication non violente, tout de suite ça désamorce un petit peu la situation tendue et ça fait que l'autre il se dit bon alors attends, il essaye, donc je vais être à l'écoute calmement et je vais l'accompagner dans cet essai-là. Ça permet aussi de prendre le temps de réfléchir à ses mots, de construire aussi sa pensée et d'analyser vraiment son ressenti plutôt que de partir comme une cocotte minute. Alors après, moi j'ai pas trouvé ça forcément hyper facile quand c'est par exemple moi qui suis contrariée et que j'ai quelque chose à dire. Ouais, c'est là où ça peut sembler bizarre pour la majorité des gens, c'est que, attends, c'est à moi de me sentir agressé plutôt que d'accuser l'autre de m'avoir agressé. Tu vois, c'est genre, pas une question de victimisation, mais ouais, c'est ça. Bah si, c'est un peu ça. Ouais, c'est Parce ce que que. moi par exemple, si je suis contrariée, bah, je vais me taire et me renfrogner et attendre que ce soit l'autre qui fasse un pas en me disant ça va, qu'est-ce qu'il y a? Et là, soit je dis rien et je continue de me renfrogner, soit j'explose en mode cocotte minute. Et finalement, bah, quand on l'a testé, moi j'ai remarqué que j'avais quand même vraiment envie d'exploser un peu en cocotte minute. Donc en langage chacal, comme ils disent en communication non violente. Ça me démangeait, je sentais que ça allait être une soupape qui allait sauter et que ça allait me faire du bien parce que j'allais me décharger. Et donc de réfréner cette colère pour mettre des mots le plus neutre possible pour entamer et ouvrir un vrai dialogue, ben c'est pas évident. Oui, et même si t'as parlé en mode girafe, c'est-à-dire en prenant du recul, recevoir ton discours, c'était pas non plus très évident pour moi. Pour toi, ouais. Voilà. Donc j'avais quand même envie de dire attends, quoi? Voilà. Donc je te laisse expliquer en donnant un petit exemple. Ah oui, par exemple. Alors, petit exemple, donc notre premier essai. Le soir, j'avais fait à manger. J'avais fait une soupe ou je sais pas quoi. Du coup, j'avais essayé de prendre en compte certaines choses. Par exemple, Damien il aime pas trop la tomate, alors je vais pas mettre de tomate, mais je vais remplacer par autre chose. Et puis je vais faire un petit peu plus de quantité, parce qu'il va avoir faim. Et puis je sais plus ce que j'avais fait. Enfin, j'avais organisé un petit peu toute la conception de cette soupe, aussi simple soit-elle, autour de lui pour lui faire plaisir. Et donc moi, il y avait tout ça derrière. Au moment du repas, donc je pose les assiettes sur la table. Et puis Damien commence à manger. Et il dit rien. Et alors là, c'est le drame. Intérieurement, c'est le drame. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il dise que c'est bon, ou à ce qu'il fasse une petite remarque. Du coup, je lui dis ça va, c'est bon. Ouais, ouais, merci. Voilà. Et Damien, lui, dans son principe de fonctionnement, c'est que si c'est bon, il le dit pas. Il mange et que c'est une preuve suffisante que c'est bon, c'est ça en fait. En fait, tu vois, je m'en rends compte aujourd'hui, hein.
Faut savoir que le podcast, on le réenregistre parce qu'on avait enregistré une première version Ouais. qui était toute pourrie au niveau du son, donc on est en train de le réenregistrer. Mais je me rends compte d'une chose aussi, c'est que le fait de n'avoir rien dit, c'est parce que je me suis dit, bon, bah, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, et que j'aime ta cuisine, et que c'est logique, et que c'est automatique, en fait, que j'ai pas besoin de dire, c'est bon à chaque fois, parce que c'est bon à chaque fois, en fait. Mhm. Donc, et en fait, là, ce que je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que c'est le couple qui rentre doucement dans une petite routine. Mhm. Quelque chose que je n'aime pas, que je déteste, parce que enfin, ça me fait peur pour la suite d'un couple, tu vois. On est obligé Voilà. de dire ça sur YouTube là. Alors, bref. Euh, Ça y est, se fait chier. non, non, c'est vrai, je me fais chier, pas du tout. Je l'ai ressenti que ça allait pas. Et Ah bah oui, parce c'est que j'ai fait la gueule. c'est 1 heure ou 2 après, je crois que tu m'as. Ouais, ouais, oui, Voilà, il y a parce eu de la que cogite quand même, quoi. moi, pendant 1 heure ou 2, donc pendant tout le temps où on mangeait notre soupe, là, chacun l'un en face de l'autre, pendant un petit moment, j'étais en train de me dire, vas-y, en mode communication non violente, observe, présente tes trucs et tout. Donc après, je lui ai dit, alors, observer. Je dis donc, j'ai fait à manger en prenant en compte beaucoup de choses et en voulant te faire plaisir. J'ai ensuite posé les assiettes sur la table et tu t'es mis à manger, tu n'as rien dit. Alors que moi, j'attendais un retour, positif ou négatif, positif tant qu'à faire, de ta part. Le sentiment, c'est que je me suis sentie dénigrée, en fait que j'ai senti que les efforts que j'avais fournis pour le satisfaire avaient été dénigrés par son silence. Ça vient, donc troisième étape, de mon besoin de reconnaissance. J'ai besoin qu'on me reconnaisse, donc c'est pour ça que je lui ai expliqué après que j'ai besoin à chaque fois qu'on me dise que c'est bon, si c'est bon. Et donc, j'ai ouvert sur la demande qui était, est-ce que quand je fais à manger, si tu penses que c'est bon, tu peux me dire que c'est bon. Et donc, suite à ça, toi, t'as reçu ça comment? Bah, j'ai eu vraiment du mal parce que je me suis dit, vu ce que j'expliquais tout à l'heure, je me suis dit, mais attends, mais pourtant, enfin, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, c'est automatique. Elle sait très bien que c'est bon. Elle sait très bien que ça me plaît. C'était logique, quoi. Que merci, enfin, que je te remerciais, enfin, oui, c'est comme j'ai dit dans ma tête, que je te Non, remerciais mais si tu me remercies dans ta tête, ouais, je c'est sais, pas... et que je suis reconnaissant, que je suis reconnaissant. Et là, je me suis dit, mais attends, mais elle doute encore de moi. Elle doute encore de la confiance que je lui fais par rapport au repas, en fait. Et voilà. Et j'ai vraiment eu du mal. Je me suis aussi un peu fermé à la réception de l'information. Et après, je me suis dit, attends, elle a utilisé la CNV. On a discuté pendant un bon bout de temps, parce qu'après, ça a amené Ça a ouvert ça a sur ouvert une sur bonne d'autres trucs. conversation. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait déjà quand même bien aussi. De discuter beaucoup, quoi. Ouais, mais là, on n'est pas passé par le point où on s'est engueulé, Ouais, où chacun est parti de son côté. ouais, ouais. Donc oui, un petit outil sympa. Donc on n'a pas lu le livre Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. Par contre, moi j'en avais entendu parler il y a quelques années par une couchsurfeuse qui était venue à la maison et qui m'en avait parlé. Donc je l'avais noté dans ma liste de livres à lire. Mais voilà, déjà avec ces 4 principes-là, je trouve que ça nous a déjà donné des bonnes clés et puis on l'essaye de temps en temps. Donc un outil sympa qui peut être, c'est vrai, utilisé bah, non seulement dans le couple, mais dans les familles. Je pense que peut-être pour les enfants, ça peut être quelque chose de super utile. Entre potes, même en milieu scolaire, hein, enfin dans tous les milieux finalement. En Ouais. associatif aussi, on avait vu ça. Ouais. Ça, je pense Ouais, que dans tous les en milieux. En associatif, associatif, ça doit être utile aussi. ouais, Enfin, en même temps, à chaque fois qu'il y il y a a un groupe, plus quoi. d'une Ouais. personne. Hein. Si tu te reproches quelque chose à toi, est-ce que tu penses que c'est faisable? Tu rentres dans ta propre évolution et c'est possible de se contrarier seul et de se dire, ah, je vais peut-être trouver des solutions pour que ça se reproduise pas derrière, quoi. Réponse à une question, pourquoi les commentaires sont-ils désactivés? Tu pars comme ça, sans transition. Sans transition aucune. Sans transition, pourquoi les commentaires sont désactivés sur YouTube? Moi, Les c'est pour ça. commentaires sont désactivés parce que il y a 3 options en fait. Soit on les désactive, soit on les vérifie avant de les publier, soit ils sont automatiquement, ils sont publics direct. Je sais pas toi, mais moi je trouve que les vérifier avant de les publier, c'est genre faire de la censure. Si ils sont publics, ça peut partir en live, parce qu'il y a la règle numéro 1 d'internet, c'est ne jamais lire les commentaires.
Alors que s'ils sont désactivés, au moins, si vous avez une réaction, bah, vous nous envoyez un message. Vous nous envoyez un email, ou si vous avez une autre question, vous nous envoyez un email ou un message. Voilà. À l'adresse qui est indiquée quand vous cliquez à droite sous l'image, il y a la petite flèche menu déroulant et l'adresse est rappelée à chaque épisode. Voilà. Mais le fait que ça crée des réactions et que vous ayez d'autres questions derrière, bah, ça nous donne de la matière à travailler et c'est trop bien, quoi. Donc Et voilà, des axes de réflexion et des axes de aussi. réflexion. Ouais. Et donc c'est cool parce que c'est un échange, ça reste un échange. Faudra nous dire d'ailleurs dans vos réactions, si vous en avez, si le format vous plaît. Pour l'instant, c'est vrai que le format, ça reste un peu le même, c'est-à-dire que il y a notre conversation à nous avec 2 ou 3 sujets et une conversation avec des gens qu'on a rencontrés. Il faut nous dire s'il y a d'autres choses qui vous plairaient ou si voilà. Pour terminer cet épisode, la chanson Society de Eddie Vedder. C'est une chanson du super film Into the Wild que vous avez vu, évidemment. Oui. Si vous ne l'avez pas vu, Non, regardez-le. c'est pas possible qu'il l'ait pas vu. Voilà. Il faut absolument le voir. Ah oui, on a vu Don't Look Up, production Netflix. Voilà, essayez de le voir d'une façon ou d'une autre. Il est vraiment cool, il y a un joli message. Pas un joli message, un message bien satirique. Ouais. Qui est vraiment cool. Voilà, une belle critique de la société telle qu'elle fonctionne, surtout aux États-Unis. Et puis, un personnage principal d'avoir choisi Leonardo DiCaprio pour ce rôle, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est quelqu'un qui se bat depuis des années et qui tire des sonnettes d'alarme au niveau des changements climatiques depuis des années. Donc il y a un beau parallèle entre la situation de ce film et les catastrophes écologiques et surtout, les catastrophes écologiques à venir. Et puis surtout, il est très drôle. Ouais, grave. Il fait rire Jaune du coup, mais il fait rire quoi, quand même. Ouais, il est sympa. Ouais. C'est tout pour nous. Bisous. Salut. À bientôt. On a parlé encore un peu.